Ensuite, la lecture à haute voix. La lecture à haute voix, elle est extrêmement importante pour tout ce qui est conte littéraire. Si vous voulez choisir Andersen, qui est un auteur de contes littéraires pour adultes, parce qu'il détestait qu'on dise que les enfants s'emparent de son boulot, il faut le lire, il ne faut pas le raconter. Si je choisis de lire les histoires de Claude Seignol, c'est parce que les raconter serait se priver de sa langue. Et voilà, Andersen, ça passe par des traducteurs, mais on a de très bonnes traductions, et du coup, il ne faut pas se priver de la langue d'un auteur. Par contre, si on veut raconter, moi je dis toujours raconter, c'est se lancer dans le vide. Hein? C'est-à-dire qu'une histoire qu'on raconte, on ne l'écrit pas. Une histoire qu'on raconte, on la lit, une fois, deux fois, trois fois, et on la visualise. C'est-à-dire qu'on la voit devant soi. Et quand on la raconte, on ne fait que rentrer dans son propre film, auquel on va rajouter des choses. Donc c'est une vraie écriture en mouvement. D'une séance, je parle sous don couvert, mais d'une séance à l'autre, les mots vont être différents, les sensations vont être différentes parce que je suis à Épinal et que je ne suis pas à Paris ou dans le Nord, etc. C'est-à-dire que le conteur est vraiment un écrivain en mouvement qui donne ses sensations, qui donne ses images, et le rapport entre le conteur et le public dans cette visualisation dans laquelle il emmène tout le monde, c'est un rapport émotionnel. C'est-à-dire que ça passe par l'émotion, par des émotions, par l'esthétique au sens propre de ce mot, grec, émotion. Voilà, et on est vraiment dans cette oralité conte, dans une écriture en mouvement. Après, bon, le conte littéraire, machin, blablabla, il y a tout ça, mais là, puisqu'il est question d'oralité, voilà, on a différentes oralités, et celle-là est une oralité vraiment riche. Alors après qu'on choisisse de prendre des contes anciens, il faut les détourner. Quand je dis les détourner, c'est qu'il faut en faire ce qu'on veut. Voilà, les Chantal, il faut en faire ce qu'on veut. Parce que vouloir conserver, bon moi je conserve et je mets là où ça a été collecté, tout ça, mais après c'est fait pour être, le conteur c'est comme un tailleur qui prend une pièce de tissu et qui va la retailler, la recoudre, machin, pour faire un nouvel habit, avec ses propres émotions, et c'est ce que raconte Pierre, voilà, c'est la sorcière qui va sortir. Moi aussi j'ai eu ça dans un lycée professionnel avec les gamins sur mon livre sur les fées, là, sur la trace des fées, et donc je leur posais la question, et pareil, il y en a un qui m'a dit, ah ouais, non mais elle est sur le parking, machin, c'était extrêmement bizarre. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des légendes urbaines, comme on dit, il y en a toujours eu, des légendes urbaines au 19e siècle déjà publiées, Paul Sébillot en publié. Donc des légendes urbaines, toujours sur les mêmes fonds, sur les mêmes bases, sur les mêmes schémas de mythes, parce qu'en fait on est incapable aujourd'hui d'inventer des mythes. Le dernier mythe qui aurait été inventé, c'est le mythe de Robinson Crusoe, c'est-à-dire le mythe de l'île déserte, qui est un mythe moderne, qui est le premier des grands mythes. Après, on est toujours sur des schémas mythiques très anciens, qui correspondent peut-être aux archétypes de Jung, qui correspondent peut-être à notre psyché profonde, qui correspondent, j'en sais rien. Je ne suis pas assez féru en psychologie, mais voilà, ce sont toujours les mêmes. Donc j'arrête parce que sinon je vais... Je reviens vers vous, Chantal. Je reprends cette question un petit peu. Vous nous parliez tout à l'heure d'épopées. Donc l'épopée orale avait cette fonction sociale très forte et politique aussi. Aujourd'hui, pourquoi on compte, quelle fonction l'oralité a dans notre société? Alors c'est pareil, je ne vais pas faire de la psychanalyse ici, je ne serai pas suffisamment qualifiée, mais je pense qu'il y a un côté cathartique, il y a un côté, voilà, raconter nos peurs, c'est déjà les dépasser un petit peu, voilà, en tout cas essayer. Et puis il y aura toujours des loups-garous qui feront peur aux enfants. Le loup-garou, voilà. Alors, je ne vais pas vous ressortir parce que j'ai déjà expliqué l'an dernier, ici même, mon rapport très particulier à la bête du Gévaudan. Mais voilà, ça reste dans les familles, ça reste dans les mémoires, comme ça, certaines aventures qui ont réellement
existé, qui ont été transformés, qui ont été remodelés, etc. Mais ça évoque toujours chez quelqu'un qui ne connaît pas, voilà, une émotion, une peur, une angoisse, une envie, voilà, dans le loup du petit chaperon rouge qui veut dévorer la petite fille. On peut trouver des tas de choses à dire sur cette histoire, mais il y a aussi de la réalité qui a été vraie à certaines époques, où les gens crevaient de faim, où donc les loups aussi crevaient de faim et avaient envie de manger de la chair fraîche, enfin, etc. Sur les ogres, bon, on ne va pas revenir dessus non plus, mais on se rend compte maintenant qu'avec quand même Internet et d'autres systèmes de communication, on sait plus de choses qui se passent à gauche et à droite. Disons, la rubrique faits divers et chiens écrasés des journaux, maintenant, elle est constamment en premier plan sur le net. Donc on se rend compte qu'il y a encore des cannibales. Heureusement, pas beaucoup, mais enfin, bon, voilà. Et bien, les ogres, c'était ça. Hein. Donc, quand on les voit dans le petit poussé, bon, ben voilà, nous, actuellement, ça nous paraît un peu ancien, machin. En réalité, voilà, ça a toujours un peu existé. Et on a aussi des exemples de gens rescapés d'un avion qui ont bouloté les corps des copains morts, enfin des copains ou des voisins d'avions décédés. Vous trouvez ça d'ailleurs dans le dernier livre de Fred Vargas, dans un polar, il s'appelle Temps glaciaire, je crois. Hein, voilà, il y a de la dévoration, il y a aussi un troll. Hein, parce que voilà, on retrouve des trolls modernes. Il y a des pays. L'Islande est quand même un pays très particulier où, alors je ne suis pas Régis Boyer, je ne peux pas être aussi savante que lui là-dessus, mais c'est le seul pays à ma connaissance où les routes qui vont tout droit, parce que c'est des paysages, voilà, il n'y a pas d'arbres, donc on va tout droit, sauf les montagnes qu'on contourne, tout à coup on fait un détour. Tout droit, il y a un petit, c'est pas juste une aire de parking, c'est qu'il y a l'habitat d'un troll qu'il ne faut pas déranger. Donc la route contourne. Encore maintenant, ça se fait. Donc voilà, il y a, ça on est là, dans pas forcément uniquement l'oralité, mais dans la réalité de tradition ancienne, de croyances, etc. Je reviens vers vous, Pierre, parce que je me permets de vous citer, on tourne autour de ça, de cette fonction de l'oralité. Vous aviez dit, le conte de fées n'est pas fait pour endormir les enfants, mais au contraire pour les réveiller, les préparer à ce qu'ils vont affronter dans leur vie et pour réveiller les adultes. Ça revient à ce que vous nous disiez au début. Est-ce que pour vous c'est une fonction essentielle, la seule ou Oui, c'est essentiel, mais pour revenir justement, parce que comme tu parlais de la Gévaudan, ça m'a fait tilt aussi. C'est que j'étais avec la fameuse aussi phrase dans le western de John Ford, Liberty Balance, hein, lorsque la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende, mais on l'imprime là. On l'imprime une fois pour tout dans notre émotionnel, oui, dans ce mythe, et ça finit par être vrai. Et là, tu parlais de Gévaudan, justement avec Stéphane Bourgoin, donc un copain qui lui est un spécialiste des serial killers, disait que certainement la bête du Gévaudan est un serial killer. C'est ça. Voilà, et donc, comme avec Jack l'Éventreur, d'un côté, on veut connaître l'identité de Jack l'Éventreur, mais dès que quelqu'un avance une théorie, tout de suite, il y en a d'autres qui le ramènent au mythe, qui ne veulent pas de cette réalité-là, ne veulent pas de nom, comme les enfants qui disent « Maman, pourquoi le ciel est bleu ?» Ils ne demandent pas à leur mère un cours de physique ou de je ne sais quoi sur le ciel, mais surtout qu'on leur raconte une belle histoire, que c'est le manteau de, je ne sais pas, d'une fée qui m'est étendue, et puis que les nuages, ce sont quand elle secoue, hein, c'est Marie au blé qui secoue ses édredons, et donc c'est ou la neige, ou les nuages, etc. On a besoin de rêver, on a besoin de ces rêves, d'aller au-delà de la réalité, au-delà. C'est vital, je pense vraiment, l'enfant, même lorsqu'il se raconte des histoires,
il a peur du noir, mais il se raconte pourquoi il a peur du noir, c'est qu'il y a des êtres dans l'obscurité. Et puis, pour le défendre, il y en aura d'autres, mais des gentils. Il raconte des histoires à son nounours, il raconte des histoires à sa poupée, il raconte des histoires il se raconte déjà tout de suite des histoires, et il plonge sans le savoir aussi dans les grands mythes. Et qu'ils vont peut-être... regarde, tu parlais aussi de des premiers coucous, et aussi Cyrano de Bergerac a rêvé la moyen d'aller dans la Lune avec voilà, il n'a pas réussi. Enfin, il avait le nez trop lourd. C'est l'histoire de la rosée qui, en s'évaporant, c'est magnifique comme idée. C'est magnifique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce besoin des gens, ce besoin de magie, de la pensée magique, comme aussi dont tu parlais des superstitions qui ont un côté d'abord magique. Tu non, c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. C'est une fée, qui t'appelle. Temps écoulé, je dis. Temps écoulé. Non, mais c'était pas... Non, je sais pas. Oui, il parle, les machines parlent. Le temps est écoulé. C'était les Paoni, c'est Mircea Eliade qui en parle, qui disait qu'il différenciait les histoires vraies, donc ces contes théologiques qui racontent comment le monde s'est fait, et les histoires fausses, les histoires de coyotes qui étaient pour amuser. Oui, aussi. Il y a un tas tout un éventail d'histoires. Il y a les histoires à faire peur, les histoires à faire rire, les histoires pour chaque... oui, et les enfants aussi, d'ailleurs, le savent, les histoires qui... c'est un petit peu le pente est mort, et puis ils savent les histoires qui sont vraies, pas vraies, jusqu'au bout où ils vont aller. Ils ont leur propre loi, c'est ça qui est étonnant, c'est une histoire qui permet tout. L'imaginaire, permet tout. Là, au-delà de la machine, au-delà c'est d'abord un rêve de Cyrano de Bergerac, c'est de Icare, de voler. Et puis on met des ailes aux anges et même aux fées aussi. Elles n'avaient pas au départ, elles n'en avaient pas besoin. Elles n'en avaient pas besoin, on savait qu'elles pouvaient voler. Il a fallu expliquer justement le fait qu'elles puissent aller d'un endroit à l'autre par leurs ailes. Oui, mais c'est une image, c'est justement donner bien une réalité pour expliquer un rêve et quelque chose de magique, d'essayer d'expliquer en leur mettant des ailes. C'est assez amusant, comme la taille des fées qui vont devenir plus petites au moment de l'époque élisabéthaine, parce que ne les voient pas, ou alors elles se mettent dans les fleurs, elles vivent dans les fleurs. Ah ben elles doivent être vachement petites pour vivre dans les fleurs. Et évidemment, c'était dans les fleurs, dans la fleur. Mais les illustrateurs l'ont pris au premier degré avec des petites... là, elles se sont rapetissées, les fées. Je vois Marie-Charlotte qui a réagi sur l'idée d'amuser, parce que... Je marque des petites choses au fur et à mesure pour ne pas oublier qui me semblent peut-être importantes. Il nous reste peu de temps parce que c'est tellement vaste qu'on aurait pu y passer beaucoup plus de temps. Mais justement, je pense qu'il y a vraiment cette question essentielle. On réduit beaucoup l'oralité, le conte à un amusement. Et pourtant, je pense que vous allez être d'accord avec moi, quand on va en Brocéliande, Brocéliande n'existe que par ses conteurs finalement. Sinon, on est dans la forêt de Pimpon. Par ses livres, au départ, là. C'est la première littérature. Alors après qu'il y ait eu, etc. Donc, ce que je voulais dire, pour rebondir là sur... je mets des petits trucs assez dans le désordre, pardon. Mais c'est qu'effectivement, il y a une formulette toujours propre aux contes traditionnels. Et on a trouvé, moi, dans le bouquin que j'ai fait sur les contes avant Perrault, enfin, chaque conte de Perrault, puis ce qu'il y avait eu avant, ce qu'il y a eu après, on reconnaît l'Antiquité, entre guillemets, non pas qu'elle remonte au monde antique, n'importe, mais on reconnaît l'ancienneté, je veux dire, d'un conte à sa formulette. Et il y a souvent la formulette de début et de fin qui fonctionne comme un protocole de lecture. Il était une fois. Voilà, on sort du monde réel pour passer dans un autre monde. Cet autre monde peut être une métaphore de notre monde à nous, comme la fantaisie ou certains bons ouvrages de fantaisie nous permettent de regarder l'aujourd'hui à travers une histoire d'hier et nous parle d'aujourd'hui en nous parlant de lutins, de pays imaginaires.
Et il y a la formulette de fin, écrit, crac, machin, qui existe dans beaucoup de pays et beaucoup de traditions. Voilà. On est rentré dans l'histoire, on ferme de l'histoire. Moi, je fais du kamishibai traditionnel, japonais, et on a des petits butai, des petits théâtres, et c'est la même chose. Et on ouvre les portes du théâtre, l'histoire va commencer, et on ferme les portes du théâtre, l'histoire est finie. Voilà, et l'histoire, même si elle fait peur, voilà, c'est terminé. Pareil, tu parlais des pourquoi, on a énormément dans ce qu'ont relevé les folkloristes, de ces petites histoires de pourquoi. Pourquoi, je sais pas, tel oiseau, la queue jaune, pourquoi le soleil machin, pourquoi, avec des explications qui sont des fois drôles, des fois poétiques, etc. Voilà, les pourquoi. Et l'autre chose, justement là, qui répond peut-être plus à ta question, l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte, je ne l'avais pas constaté tout de suite, mais c'est vrai que le travail sur ce dictionnaire, la forme du dictionnaire, m'a permis de mettre en relief des liens que je n'aurais pas forcément fait, voilà, d'approfondir un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que ce soit des faits folkloriques, des légendes, des contes, etc., à partir du moment où on ne s'en occupe plus, à partir du moment où on n'y croit plus, la dernière épiphanie de tous ces faits, c'est le folklore enfantin. C'est que par exemple, couper l'arc-en-ciel, bon, qu'on retrouve partout, voilà, l'arc-en-ciel porte malheur, il faut le couper, on le coupe en crachant par terre, on le conjure, etc. Vraisemblablement, je ne sais pas, au Moyen-Âge, on n'a pas suffisamment de textes, hein, mais au XVIIe siècle, on en a avec le traité des superstitions de Thiers, qui rapporte un tas de choses. C'était une superstition, c'était une croyance des adultes. Voilà, la peur de l'arc-en-ciel, la peur de ce pont des As dans la mythologie nordique, la peur, Bifrost. Mais là, quand les folkloristes au XIXe siècle relèvent cette superstition et d'autres, elle est dans le folklore enfantin. Ce sont les enfants qui jurent en faisant des croix, ce sont les enfants qui font ceci. Ce qui m'amène directement au croque-mitaine, sur lequel j'espère publier après mon dictionnaire, puisque j'en ai relevé énormément. Et pareil, je me suis rendu compte que la fonction du croque-mitaine, c'est, enfin, même la nature, on va dire, du croque-mitaine, c'est on ne croit plus à tel être surnaturel, on n'y croit plus, mais on s'en souvient. Le fait qu'on s'en souvienne va permettre de le transformer en croque-mitaine qui va être sa dernière maison, on va dire, il va changer de famille, et du coup, on peut faire peur aux enfants. Au fur et à mesure qu'on perd la mémoire de ces êtres surnaturels, ça se réduit, et ça se réduit tellement qu'aujourd'hui, on a peur du loup, point barre. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a plus, voilà, moi j'en ai, rien que sur la France, j'en ai relevé un peu plus de 700 croque-mitaines, sur lesquels j'ai joué à l'archéologue, c'est-à-dire quelle était l'histoire, à quand on peut remonter, et est-ce que on peut retrouver de la vraie archéologie, c'est-à-dire des statues, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui partent de statues, de divinités qu'on a retrouvées, qu'on n'a pas su expliquer, etc. D'ailleurs, moi, sur l'archéologie de certains croque-mitaines, j'ai retrouvé, parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques dans certains endroits, j'ai retrouvé quelques éléments, voilà, qui pourraient tendre, jamais rien affirmer, qui pourraient tendre à faire un lien entre l'objet archéologique et le croque-mitaine qui arrive à la mi-19e siècle et qui ont des fonctions, il y a des croque-mitaines de la pluie, des croque-mitaines des pluies, des croque-mitaines de l'eau, des croque-mitaines de l'air, de protéger les enfants. On ne les appelle pas croque-mitaines d'ailleurs au 19e siècle, on les appelle épouvantails. Et c'est pour protéger les enfants, c'est pour leur faire peur, dire attention, si tu sors quand il fait froid, le bonhomme la gelée va te prendre. Si tu te penches près du puits, l'homme au croc va t'attraper et va t'amener dans le puits. Mais à chaque fois, ces personnages ne naissent pas de rien. Ils naissent du fait que dans le même lieu, dans le même canton, parfois dans le même village, on a un légendaire qui tourne autour d'une fée, d'un lutin, d'un truc, etc., qui porte ce nom et qui, avant de mourir,
dernière épiphanie va passer dans le domaine des croque-mitaines, et c'est comme ça que finissent ces histoires. C'est joli.